Cet invité s'appelle Nicolas Goldberg. Il est là avec nous en plateau. Monsieur Goldberg, bonjour. Bonjour. Je précise que vous êtes le responsable énergie dans le think tank. J'aime pas ça, c'est un mot anglais. C'est un groupe de réflexion. Dans le groupe de réflexion Terra Nova, qui, m'a-t-on soufflé dans l'oreille, est plutôt d'orientation un peu à gauche. Bon, enfin, c'est pas tellement le problème parce que ce qui nous préoccupe là, c'est en fait l'avenir de l'humanité, tout simplement. Bon, ce que a dit le président hier, le président Macron. La fin de l'abondance, là, c'est pour demain, comme si on avait vécu dans l'opulence, etc. Ce qui est vrai, d'ailleurs, objectivement, au moins depuis 50 ans. Ça nous impose donc, comme corollaire, la sobriété. C'est impératif. Est-ce que ça revient à prôner la décroissance ? Mais pas forcément, justement, il faut arrêter, et c'est ce qu'on prône dans cette note Terra Nova, il faut arrêter les débats. Est-ce que la sobriété, c'est de la décroissance ? La question. La question que nous, on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer à bien vivre, mais sans utiliser abondamment des énergies fossiles qui deviennent chères, sur lesquelles on a des risques d'approvisionnement et qui surtout causent le réchauffement climatique à plus long terme. Donc la sobriété, c'est comment est-ce qu'on réorganise notre société pour préserver des services, parce qu'il faut continuer à vivre, il faut continuer à chauffer, il faut continuer à manger, il faut continuer à se déplacer, mais en consommant moins d'énergie, donc en changeant des comportements, mais surtout en permettant ces changements de comportement. Donc comment est-ce qu'on se chauffe plus intelligemment ? Comment est-ce qu'on se déplace avec des mobilités actives plus collectives ? Comment est-ce qu'on ne laisse pas les ménages les plus modestes sur le côté ? Parce que quand on dit c'est la fin de l'abondance, moi j'entends beaucoup d'économistes dire il faut un signal prix sur tout. Vous mettez un signal prix sur tout, vous excluez les ménages les plus modestes. Donc c'est intéressant le signal prix, et on le dit également dans la note. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut éteindre progressivement le bouclier tarifaire pour payer l'énergie au coût réel, mais par contre, il ne faut pas laisser les ménages les plus modestes de côté. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi, dans le cadre de cette sobriété, à avoir un signal prix, mais à augmenter les aides pour les ménages les plus modestes avec les chèques énergie, de permettre de les convertir en monnaie sonnante et trébuchante, et en réactivant certains tarifs qu'on avait mis en place pendant les crises pétrolières, où vous avez un tarif différencié, c'est-à-dire moins cher quand vous consommez à certaines heures, pour permettre de décaler certains usages, notamment les lave-vaisselle, les lave-linges. Je vous signale que le tarif existe toujours chez EDF. Oui, mais il est réglementé, donc EDF n'a plus le droit de faire de la pub pour. Vous avez un tarif quoi ? Tempo ? Non, mais j'ai un tarif entre minuit et 5h du matin, et entre 13h et 17h, c'est moins cher. C'est le tarif hors pleine, hors creuse. Creuse. Il existe, vous pouvez d'ailleurs le souscrire aussi chez les concurrents d'EDF. Après, il y avait des tarifs plus élaborés, notamment un tarif qu'on appelait le tarif tempo. Vous aviez des jours bleu, blanc, rouge, et au sein de ces jours-là, vous aviez des heures pleines. Jamais entendu parler. Celui-là, il n'est pas connu. Que EDF l'avait mis en place, mais c'était un tarif réglementé. Donc EDF n'avait pas le droit de faire de la pub pour, et les concurrents n'avaient pas le droit de le proposer. Nous, on pense que ce serait intéressant de le généraliser, de dire que voilà, tout le monde peut le proposer, de faire de la pub pour, et dire pour les ménages qui souscrivent à ces tarifs-là, vous avez un chèque énergie en plus. Oui. Parce que vous consommez aux bonnes heures. Monsieur Goldberg, ça me fascine, moi, les gars qui mettent en place un tarif avantageux puis qui en font pas la pub. Surtout, il faut que personne n'y souscrive. Les petits gestes individuels, du genre la prise qu'on éteint, le robinet qu'on ferme, etc., c'est utile ou ça sert à rien ? Ah non, c'est utile, et c'est pour ça qu'il faut les garder. C'est pour ça que quand on a fait cette note, on s'est interrogé en disant comment est-ce qu'on dépasse les éco-gestes ? Parce qu'appeler, éteindre le Wi-Fi, la lumière derrière soi, c'est bien, mais il faut essayer de dépasser ça. Et on s'est dit, mais pour autant, c'est intéressant. L'exemple que je vais vous donner, en avril dernier, on a eu une petite vague de froid, et donc RTE a envoyé un signal EcoWatt, le réseau de transport électricité. C'est ceux qui sont chargés de voir que on a suffisamment d'électricité à tout moment pour tout le monde. Ils ont un dispositif qui s'appelle EcoWatt. Vous pouvez vous connecter sur ecowatt.fr, laisser vos coordonnées, et vous recevez un petit signal de RTE qui vous dit quand est-ce que c'est tendu sur le réseau et quand est-ce que ce serait bien de faire des petits gestes. Ils l'ont fait en avril dernier. On a économisé quasiment l'équivalent en puissance d'un réacteur nucléaire. Déjà bien. C'est dingue. Alors que, voilà, je pense que vous ne connaissez pas ce dispositif. Vous m'apprenez plein de trucs. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde en fait qui connaît ce dispositif. Et même si pas grand monde connaît ce dispositif, juste RTE qui dit
faites attention, entre 8h et 13h, ça va être un petit peu tendu, on économise un réacteur nucléaire. Donc on s'est dit, c'est fabuleux, faut généraliser ce dispositif-là, parce qu'un consommateur bien informé, qui a les moyens d'agir, il agit. Donc il faut pas décourager ces gestes-là, il faut les encourager, les permettre. Mais on a dit aussi, c'est compliqué de demander des éco-gestes aux citoyens quand les citoyens voient que les enseignes commerciales sont allumées la nuit. Attendez, justement à propos, oui, parce que ces histoires d'enseignes commerciales qu'il faut éteindre la nuit et de portes qu'il faut fermer quand les locaux sont climatisés, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet avait déjà adopté tout ça en 2011. Ça n'a jamais été appliqué. En fait, moi je veux bien, mais enfin bon... On l'a un petit peu oublié, c'est-à-dire que ça a été mis en 2011. Ce qui a été fait à cette époque-là aussi, c'est la fermeture des espaces réfrigérés dans les supermarchés. À l'époque, on disait oui, mais ça va dévaloriser le produit, ça va être catastrophique. Bon, là, les portes des réfrigérateurs sont fermées dans les supermarchés. Tout le monde trouve ça normal. Bien sûr. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui a 10 ans où on se disait ça va dévaloriser le produit, tout ça. Aujourd'hui, ça apparaît comme une évidence. Donc on voit comment ça peut intervenir vite. Sur les enseignes commerciales, effectivement, il y a 10 ans, on avait dit il faut les éteindre. Mais on a tardé à le faire et il y a eu un report jusqu'à 2018. Enfin, c'est une loi qui a été prise en 2011, avec application en 2018, 7 ans plus tard. Donc là, on voit qu'il y avait un manque de volonté politique. Forcément, quand vous appliquez une loi 7 ans plus tard, tout le monde a oublié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit il faut quand même un rappel à la loi. Là, ça va être appliqué avant la fin de l'année, d'après ce que j'ai vu hier. Nous, on pense un décret d'application. Nous, on pense que ce serait bien de l'appliquer. Il y a d'autres consommations comme ça qui sont qu'on dit superflues, mais qui sont assez visibles, qui découragent les éco-gestes. Et nous, on dit non, il ne faut pas décourager les éco-gestes. Et donc, il faut assumer qu'il y a des mesures symboliques qu'il faut prendre parce que ça éduque, parce que ça envoie les bons signaux. Typiquement, on a parlé des monuments historiques. Oui. Dire qu'on éteint la Tour Eiffel parce qu'on n'a pas suffisamment d'électricité, ça ne fait pas économiser énormément d'électricité. Par contre, ça envoie un signal fort. Si on dit à tout le monde, vous vous rendez compte, on a tellement plus d'électricité qu'on a pris le choix d'éteindre la Tour Eiffel, ça envoie un signal en disant vous pouvez tous faire un effort. Et effectivement, ça compte. Ça a été chiffré avec l'alerte RTE de avril. Alors que ça concernait un petit périmètre, si ça concerne tout le monde, une tranche nucléaire, on peut économiser énormément. En tout cas, la Tour Eiffel, elle est bel et bien éteinte, puisque je viens à 3h du matin tout le long de la Seine depuis 6 semaines, et elle est dans le noir, ça, je suis formel. Bon, moi, je reviens aux mesures contraignantes. J'ai bien entendu, tous les petits gestes et tout ça, la tranche nucléaire, c'est important. N'empêche que, par exemple, la Californie a décidé d'interdire la vente de véhicules à essence à partir de 2035. Est-ce qu'il ne faut pas, pour moi qui ai 3 motos, par exemple, me dire, Poirette, c'est fini, 3 motos. Une moto. Pas le droit à 2 motos. Alors, moto. La Californie l'a pris. Le droit européen s'est aussi fixé le même objectif, c'est-à-dire fin des véhicules thermiques en 2035. Dans la loi française, pour l'instant, c'est 2040. Il faudra transposer le droit européen dans la loi française. Il faut un peu serrer, non ? En fait, il faut un petit peu serrer la vis, mais il faut permettre de serrer la vis. Parce que là, on parle de 3 motos. Effectivement, c'est peut-être une moto. Dans 3 villes. Ça va suffire. Après... vous avez beaucoup de personnes qui sont déjà contraints là-dessus. Moi, je me rappelle quand le litre d'essence était à 2,5 €, vous aviez déjà des personnes qui étaient obligées de contraindre leur déplacement. Ouais. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut quand même permettre à tout le monde de se déplacer. Donc, il faut des mobilités alternatives. Les vélos à assistance électrique, ça doit être financé comme les véhicules de fonction. On doit avoir des aides là-dessus, donc sur les remboursements kilométriques. Les vélos ne sont pas pris en compte. Nous, on pense qu'il le faudrait. Il faut développer aussi les transports communs. Et c'est en ça que la sobriété peut augmenter la liberté. Parce que du coup, pour certaines personnes qui ont une mobilité thermique, qui vont se reporter sur ces mobilités actives, collectives, il y aura un changement de comportement et donc une baisse de consommation d'énergie. Pour certains, il y en aura une augmentation parce qu'eux étaient contraints, mais maintenant, ils pourront se déplacer avec une mobilité bas carbone, douce, peut-être plus lente, mais au moins, ils pourront se déplacer. C'est ça qu'on prône chez Terra Nova. J'ai encore une question de Nicolas Goldberg. Est-ce que dans votre étude, vous avez cherché à savoir qui était le plus réceptif ? Est-ce que les vieux comme moi, qui ont vécu dans l'abondance et l'insouciance joyeuse des 40 glorieuses, etc.,
on est plus à même de changer nos comportements que des jeunes à qui on a dit depuis le plus jeune âge « Ouh là là, l'avenir est noir, il n'y aura plus assez à bouffer, vous allez mourir asphyxié, carbonisé par le réchauffement et tout ». Qui est plus réceptif? C'est compliqué à dire, parce que vous n'avez pas des tranches sociales homogènes. On ne peut pas dire que tous les plus de 60 ans Non. ont un certain comportement. Enfin, D'accord, ça ouais. dépend, ça dépend. Il y a des sensibilités différentes, hein. Les jeunes sont plus sensibilisés au réchauffement climatique. Quand on dit les vieilles générations ont connu les chocs pétroliers. Donc, Exact, ont c'est connu vrai. aussi les pubs où on disait en France, on n'a pas le pétrole, mais on a les idées. Mmh. Vous avez connu quand on a arrêté les émissions de télévision après 23 heures, parce qu'il faut bien dire qu'à l'époque, on produisait de l'électricité à partir de pétrole. Donc quand on a eu les chocs pétroliers, ça concernait aussi l'électricité. Enfin, les vieilles générations ont connu ça aussi. Donc c'est compliqué de juste tirer un trait comme ça. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut embarquer tout le monde. Là, ça se joue beaucoup plus sur les niveaux de revenus, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà les ménages qui sont sobres, qui sont contraints sur leur chauffage, leur mobilité. Donc, quand ils entendent des appels à la sobriété, ils disent oui, mais moi, je fais déjà ce que je peux faire parce que pour moi, Je suis à l'os. je suis à l'os, c'est une question de gestion de budget. Donc, nous, on pense que ces ménages-là, il faut les embarquer dans la sobriété, mais il faut les accompagner, surtout pour éviter qu'ils se retrouvent à l'os à chaque fois qu'ils mettent le chauffage, ne serait-ce qu'à 19 degrés. Ouais. Et par contre, effectivement, pour les ménages les plus aisés, là, il faut un signal prix. C'est pour ça qu'on dit il faut éteindre progressivement le bouclier tarifaire, mais pas accompagner tout le monde de la même façon pour ça.